Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette deuxième émission sur l'endométriose. C'est une émission conçue et imaginée par la Fondation pour la recherche sur l'endométriose et elle est soutenue par GE Healthcare. Deuxième émission. Le premier opus était destiné aux praticiens. Il s'agissait de réunir les informations les plus pratiques, les plus utiles pour qu'ils puissent mieux accueillir encore leurs patientes et mieux les accompagner. Cette deuxième émission est dédiée aux chercheuses et aux chercheurs, avec, vous l'imaginez bien, plusieurs questions. En voici quelques-unes. Pourquoi les praticiens ont-ils tant besoin de vous? Pourquoi les patientes attendent-elles tant encore de la recherche? Et puis, cette maladie est-elle finalement un champ de recherche fascinant pour de multiples expertises scientifiques? Pourquoi est-elle ce champ de recherche fascinant? Et puis une dernière question. Quelles sont les organisations et les sources de financement en France et en Europe pour soutenir tous vos chemins d'investigation? Ce sont là quelques questions. Bien sûr, tous vos intervenants ce soir y répondront de la façon la plus précise. Et si vous le voulez bien, tous nos échanges, nous allons les organiser en 3 tableaux. Premier tableau, il s'agira de définir le périmètre de la recherche actuelle et puis aussi d'imaginer, ou en tous les cas de s'interroger sur un certain nombre de pistes possibles où l'on peut stimuler la recherche. Le deuxième tableau, lui, sera organisé autour du financement et plus particulièrement du plan national endométriose. Comment va-t-il coordonner l'ensemble de la recherche et comment va-t-il le financer? Il y a une dernière question, dernier tableau, dernier volet. Il s'agit du financement privé. Financement privé, nous ferons ici un tour relativement exhaustif de ce qu'il représente. Voilà donc votre programme pour ce soir. Et commençons, si vous le voulez bien, par le premier volet. Marina Kvaskov, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes épidémiologiste, vous êtes chercheuse à l'INSERM. Cela fait 17 ans que vous travaillez sur l'endométriose. Comment définiriez-vous cette maladie ? Alors l'endométriose, c'est une maladie gynécologique inflammatoire qui est souvent chronique, qui est caractérisée par la présence de tissus semblables à l'endomètre en dehors de la cavité utérine. Et c'est une pathologie qui est liée à différents symptômes, en particulier des symptômes douloureux, donc des douleurs pelviennes chroniques, pendant les règles, mais aussi pendant les rapports sexuels, lors de la défécation ou bien de la miction. Ça va être aussi des douleurs abdominales. Mais une partie des cas sont asymptomatiques, donc ils n'ont pas du tout de symptômes. Il y a aussi des troubles digestifs et une grande fatigue chronique. Pour ce que l'on en sait aujourd'hui, quelles sont les causes ? Alors on a 4 grandes pistes qui sont décrites classiquement pour définir un petit peu les causes possibles d'endométriose. Donc il y a la piste hormonale tout d'abord, puisque c'est une maladie qui est hormonodépendante. La piste génétique, et on estime qu'il y a à peu près la moitié des cas qui seraient d'origine génétique et l'autre moitié environnementale. La piste immunitaire et inflammatoire, puisqu'il y a différentes anomalies immunologiques qui ont été décrites dans la maladie. Et puis une piste aussi sur un impact des perturbateurs endocriniens, qui est très plausible vis-à-vis de cette pathologie hormonale. Et malgré tout, donc malgré ces différentes pistes, dans la littérature, au niveau des études épidémiologiques, on a très peu d'études qui ont permis d'établir un lien vraiment avec certains facteurs. Et donc les facteurs qui sont, entre guillemets, établis pour l'endométriose actuellement sont le fait d'avoir une ménarche précoce, donc avant 12 ans, donc d'avoir une puberté avant 12 ans, le fait d'avoir des cycles menstruels courts, donc plutôt inférieurs à 24 jours, le fait d'avoir un indice de masse corporelle faible, donc plutôt des femmes grandes et minces, et puis le fait d'avoir un poids de naissance faible également. Ça, c'est pour les causes. Et les conséquences peuvent être extrêmement invalidantes. Oui, tout à fait. Donc, il y a des conséquences tout d'abord dans le quotidien des personnes atteintes en termes de qualité de vie, en termes de vie sociale, de vie de couple, vie sexuelle, également un certain impact financier, un impact aussi sur la vie professionnelle étudiante. C'est une maladie qui peut complètement modifier la trajectoire de vie d'une personne. Il y a des conséquences aussi également en termes d'infertilité, puisqu'il y a à peu près un tiers des cas d'endométriose qui a des problèmes de fertilité. Et puis des conséquences aussi en termes d'autres pathologies chroniques. Donc on travaille, donc on voit dans la littérature des données sur
le risque de cancer, donc notamment cancer de l'ovaire, cancer du sein et cancer de la thyroïde, même si les chiffres sont plutôt rassurants pour les patientes. En tout cas, ce qu'on voit en termes étiologiques est assez intéressant. Et aussi des associations avec certaines maladies cardiovasculaires, des maladies auto-immunes, et puis l'asthme, la fibromyalgie et encore d'autres pathologies. Et si maintenant on examine l'état de la recherche en France sur l'endométriose, que pourriez-vous nous en dire ? Alors actuellement, la recherche sur l'endométriose est majoritairement clinique. Donc il y a beaucoup de groupes cliniques qui travaillent sur la maladie, qui sont de renommée internationale et qui travaillent surtout sur des techniques chirurgicales pour traiter la maladie chirurgicalement, des techniques aussi pour préserver la fertilité, donc des techniques aussi, donc des études sur l'efficacité de différents types de traitements. Mais c'est une recherche pour laquelle il y a encore un certain nombre de questions. On peut citer par exemple les études sur la radiologie interventionnelle, donc par exemple, mais aussi l'évolution des cas traités après la chirurgie. Il y a encore de très nombreuses questions pour l'endométriose. Et puis, c'est surtout une recherche clinique. Mais il y a aussi la recherche fondamentale. Oui, alors il y a un petit peu de recherche fondamentale, mais elle est minoritaire sur notre territoire, mais c'est vrai aussi dans le monde. Et c'est vraiment en contraste avec l'immensité des besoins de connaissances qu'on a sur la maladie. Donc il y a peu de groupes actuellement en France de recherche fondamentale qui travaillent sur la maladie. Merci beaucoup pour cette entrée en matière, Marina. Jean Rosenbaum, merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez une formation de médecin, mais vous êtes chercheur à l'INSERM depuis de nombreuses années. Un groupe de travail a été mis en place, avec un micro, ce serait bien. Un groupe de travail a été mis en place au sein de l'INSERM d'ailleurs. Quand a-t-il été mis en place et pour quel objectif ? Donc il a été mis en place il y a un peu plus d'un an. Le but était de définir quelles étaient en France les meilleures pistes et stratégies de recherche à mettre en avant pour faire avancer la recherche sur l'endométriose, compte tenu des besoins qui existent dans le domaine de l'endométriose et compte tenu des spécificités de la recherche en France. Comme l'a dit Marina à l'instant, il y a peu d'équipes de recherche qui travaillent sur l'endométriose. D'ailleurs, à notre connaissance, aucune équipe de recherche ne travaille à temps plein sur l'endométriose dans notre pays. Il y a des gens qui consacrent une partie de leur temps, mais il n'y a pas d'équipe entièrement dédiée à l'endométriose. Donc, en revanche, en France, il existe une recherche de très très grande qualité dans de nombreux domaines et qui pourrait, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, bénéficier grandement à la recherche sur l'endométriose. Et notre travail a été d'identifier, entre autres, ces pistes qui permettraient d'attirer des chercheurs vers cette recherche. Merci beaucoup. Voilà donc pour le périmètre existant de la recherche, si je puis dire. Voyons maintenant celui vers lequel on pourrait se diriger. Marina, par exemple, faudrait-il, de votre point de vue, accroître, accentuer la recherche sur l'épidémiologie et pourquoi cela servirait-il l'endométriose ? Absolument, c'est très important d'accroître cette recherche parce que c'est une discipline qui va vraiment permettre de répondre à différents défis et différentes questions fondamentales sur la maladie. D'abord en précisant ces chiffres. Donc actuellement on parle d'une prévalence de 10% de la maladie, mais c'est un chiffre qui est très imprécis. Donc on a vraiment besoin de préciser cette prévalence et puis aussi d'étudier l'incidence de la maladie et de regarder un petit peu son évolution, donc ces variations spatio-temporelles. Et puis, c'est une discipline qui va aussi nous permettre, au niveau analytique, donc ça c'était au niveau descriptif, au niveau analytique, d'étudier différentes choses, donc notamment les facteurs de risque de la maladie, qui va nous renseigner sur les causes de l'endométriose et donc qui sera visée de prévention dans le futur. Et puis aussi, donc ça va être pour mieux connaître l'histoire de la maladie, savoir quels sont les grands profils d'évolution et quels facteurs vont jouer dessus. C'est une discipline qui va nous permettre aussi d'étudier l'hétérogénéité, donc pour essayer de découvrir ces différentes formes, par exemple en étudiant systématiquement les différentes formes de la maladie pour découvrir un petit peu de nouveaux mécanismes. Et puis, l'épidémiologie permettra d'identifier des grands profils de patientes à risque d'autres pathologies. Vous venez de parler d'hétérogénéité de la maladie, un peu comme si elle avait plusieurs visages et que parfois, même entre l'un et l'autre visage, ils ne se ressemblent pas. Ça doit être assez, impressionnant comme maladie, du coup, quand on est chercheuse, je veux dire.
Oui, donc il y a vraiment, c'est une maladie qui est très hétérogène sur plusieurs niveaux. Donc au niveau clinique, on distingue 4 stades différents de la maladie en fonction de l'atteinte anatomique, en fonction aussi de la localisation des lésions et de différents autres critères. Donc ils vont de 1 à 4. On détermine aussi différentes formes, donc la forme superficielle, ovarienne, profonde. Mais au-delà de ça, ce sont des lésions qui sont très hétérogènes, puisqu'elles peuvent varier en couleur, elles peuvent varier aussi en taille, en étendue aussi dans le corps, en localisation. Donc il peut y avoir, la plupart des lésions vont être localisées au niveau de la cavité pelvienne, mais ça peut être aussi en dehors, toucher le système digestif, toucher le système respiratoire. Le cerveau, c'est beaucoup plus rare, mais voilà, ça peut toucher vraiment tout organe. Et puis les symptômes sont très variables d'une patiente à l'autre, et ce de manière indépendante de l'atteinte des lésions, avec aussi une progression des lésions qui est là encore très hétérogène selon les patientes. Hétérogénéité de la maladie. Jean Rosenbaum, une question. Cette hétérogénéité-là se retrouve-t-elle jusqu'au niveau cellulaire, jusque dans les lésions? Absolument, même enfin, au-delà, puisque si on considère des lésions trouvées chez une même patiente, sous le microscope, elles peuvent avoir un aspect très différent. Et même si on étudie en détail la composition en protéines ou en ARN messager ou d'autres paramètres qu'on peut étudier maintenant de façon très précise, on constate que les lésions ont des profils sensiblement différents, ce qui contribue à une hétérogénéité locale, régionale et qui rend difficile l'étude de cette maladie, puisque cette hétérogénéité vue à l'intérieur d'une même patiente, bien entendu, est multipliée lorsqu'on considère des patientes différentes. L'une des origines de l'endométriose est génétique. À votre avis, faut-il pousser la recherche de ce point de vue ? Certainement. Bon, Marina l'a dit, on considère qu'il y a une forte héritabilité dans l'endométriose, puisque peut-être de l'ordre de 50%. En revanche, on n'a certainement pas trouvé de gènes dont des variants expliquent 50% des cas. Pas du tout comme dans des maladies dites monogéniques, comme l'hémochromatose, enfin pas tout à fait monogéniques, mais enfin où il y a des gènes très dominants, ou la drépanocytose qui donne des anomalies du sang. Donc on cherche plutôt des variants rares qui pourraient expliquer une partie de l'héritabilité. Jusqu'à présent, beaucoup d'études ont été faites, mais la reproductibilité entre les études n'est pas fantastique, ce qui peut s'expliquer en partie par le fait que la maladie est hétérogène et qu'on trouve plus facilement des gènes fréquemment mutés ou fréquemment variants lorsqu'on considère des populations de patients homogènes. Et d'autre part, parce que ces variants sont rares, et donc il faut étudier de grands nombres de patients pour arriver à détecter cette rareté. Et donc il y a des efforts effectivement importants à faire. La deuxième chose, c'est pas la génétique à proprement parler, mais c'est pas loin, c'est l'épigénétique, puisque donc même si les gènes ne sont pas anormaux, il peut y avoir des anomalies de la régulation épigénétique qui touchent donc à la fonction du gène plus qu'au gène lui-même. Et là, on a déjà beaucoup d'évidence qu'il y a des anomalies de régulation épigénétique dans les lésions d'endométriose. Alors c'est intéressant pour la compréhension des mécanismes, et c'est potentiellement intéressant aussi, même si ce n'est pas tout à fait pour demain, pour des éventualités thérapeutiques, puisque actuellement, il y a toute une pharmacopée qui est en train de se développer pour moduler la réponse épigénétique, et il y a déjà de façon expérimentale quelques études dans le domaine de l'endométriose qui donnent des résultats prometteurs, très en amont de la recherche clinique pour l'instant. Merci beaucoup pour tous ces détails. Lorsque l'on considère à présent, gardez bien votre micro, lorsqu'on considère à présent simplement les recherches sur le cancer, considérez-vous que certaines recherches sont cousines, voisines de l'endométriose, et parfois même sans le savoir ? Oui, sans le savoir peut-être. Bon, l'endométriose n'est certainement pas un cancer, même s'il y a quelques mots-clés qui peuvent résonner, puisque, on l'a entendu, c'est une maladie qui produit de l'invasion, les lésions sont invasives. Bon, l'invasion est une caractéristique importante des cancers. Ce n'est pas la même invasion, mais il y a des chercheurs spécialistes de la migration, de l'invasion cellulaire, dont les compétences seraient certainement très bienvenues pour étudier ce qui se passe dans le domaine de l'endométriose. Deuxièmement,
On a constaté, avec des articles qui ont eu un grand retentissement, qu'il y a des mutations dans des gènes classiquement associés au cancer dans des lésions invasives d'endométriose. Pourquoi? À quoi ça sert? Quelles peuvent être les conséquences sur le mécanisme, sur le traitement? Et troisièmement, je cherche mon troisièmement. Moi, j'en avais noté que 2, mais si vous en avez un troisième, je le prendrai volontiers. J'en avais un troisième, mais si vous voulez, on y revient tout à l'heure. On y reviendra. J'ai encore 2 questions, et donc si jamais le troisième en revient, faites-moi signe. Mais 2 questions encore, si vous le voulez bien. Le premier, c'est sur la recherche sur la douleur. On sait que la douleur chez les patientes est immense. De ce point de vue, les recherches sur la douleur, à votre avis, il faut les stimuler, les encourager? Oui, je pense que la réponse est dans la question. Il faut le faire. C'est un symptôme d'appel majeur. Le traitement est imparfait et les mécanismes sont mal compris. On sait qu'ils sont multiformes, que la douleur peut être d'origine périphérique, centrale, mixte. Beaucoup de travaux ont été faits. Je pense qu'il y a nécessité aujourd'hui d'ouvrir davantage le champ. Et je voudrais faire un parallèle qui touche à nouveau un petit peu au cancer. C'est quand l'Institut national du cancer a été créé il y a déjà un certain temps, un de ses objectifs était aussi, pour doper la recherche sur le cancer en France, d'attirer de nouveaux chercheurs venant d'autres domaines à y travailler. Et c'est comme cela que des équipes qui travaillaient sur la douleur, mais dans le domaine des neurosciences, qui n'avaient jamais touché au cancer, se sont intéressées à la douleur cancéreuse et ont contribué à une progression importante des connaissances sur ce sujet. Je pense qu'il serait intéressant qu'on observe un phénomène similaire pour l'endométriose. J'ai une dernière question. Les mécanismes pathogéniques, là-dessus aussi? Oui. Mais là aussi, bien sûr, il y a beaucoup de choses à faire. Bon, Marina l'a dit, il y a différentes pistes. On a parlé de la génétique, il y a d'autres choses. On peut mentionner une question intéressante qui est celle des cellules souches. On a pas mal réfléchi avec le groupe de travail là-dessus parce qu'il y a une communauté cellules souches en France très performante et il y a des hypothèses par lesquelles des cellules souches pourraient contribuer à la genèse des lésions d'endométriose. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais là, on serait très intéressé par voir les gens des cellules souches s'intéresser à la question. On a également une piste inflammatoire, enfin plusieurs pistes inflammatoires, et une qui est très tendance, qui est celle du microbiote, des anomalies du microbiome intestinal, mais également potentiellement dans d'autres territoires aussi. Beaucoup de travaux, pour l'instant, pas très reproductibles non plus, comme c'est souvent le cas dans le début sur le microbiome. Et il reste encore beaucoup à faire pour conclure qu'il y a des relations de cause à effet entre les anomalies constatées et la maladie. Mais on va dans le bon sens et je pense qu'il faut continuer à travailler dans ce domaine. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été ainsi si complet. Marina, une question encore. On ne peut pas évoquer l'endométriose sans évoquer l'infertilité et ses circonstances. Oui, tout à fait. Donc, l'endométriose, c'est une grande cause d'infertilité. Donc, on l'a dit, environ un tiers des patientes font face à ces problèmes. Et donc, il y a plusieurs mécanismes qui pourraient expliquer l'infertilité dans l'endométriose, que ce soit au niveau de causes anatomiques ou bien de mécanismes liés à des anomalies immunitaires ou hormonales, par exemple. Et donc, dans ce domaine, il y a vraiment des choses à faire aussi en termes de recherche, et notamment de mieux comprendre quels sont les facteurs de risque d'infertilité chez les patientes pour pouvoir amener à une stratégie de prévention ou en tout cas de préservation de la fertilité chez les patientes. Ça va être aussi de mieux identifier les mécanismes physiopathologiques qui vont expliquer la diminution de la fonction ovarienne. Et puis, il y a certainement des mécanismes à trouver aussi au niveau de l'origine utérine. Merci beaucoup, Jean. Question encore sur les marqueurs de détection précoce. J'imagine que là aussi, la recherche doit être poussée. Certainement. Bon, c'est un sujet très important parce que, bien entendu, il y a un problème de diagnostic encore trop tardif pour l'endométriose chez beaucoup de patientes. Il y a également des questions qui se posent sur quel traitement pour quelle patiente, quel pronostic. Et c'est à cela que les biomarqueurs tentent de répondre. Donc un biomarqueur, c'est quelque chose qu'on va trouver potentiellement, qu'on peut doser dans le sang, qu'on peut doser dans un autre fluide biologique, qui peut être également un marqueur radiologique. Il y a encore beaucoup d'autres possibilités. Beaucoup d'études ont été faites et ont fourni des pistes
Simplement, pour l'instant, en général, ces études sont peu reproductibles entre elles à nouveau. La question est toujours la même, c'est la taille des cohortes étudiées qui est parfois un peu insuffisante, l'hétérogénéité des patientes qui ont été étudiées et qui rend la solidité des résultats parfois encore un petit peu difficile. Donc il faut continuer. Il y a des outils fantastiques pour le faire maintenant. Et je pense que c'est un sujet très important puisque ça peut permettre de faire du diagnostic, comme on dit, non invasif. Il n'y a pas besoin de faire d'intervention de la paroscopie si on arrive à trouver un marqueur. On peut faire un dosage, on peut faire de la radiologie. Et donc, il est très important de persévérer et beaucoup d'équipes y travaillent. Merci beaucoup. Marina Kvaskov, il y a beaucoup de centres de recherche, j'imagine, à travers le monde. Et j'imagine aussi que chacun de ces centres a sa stratégie, sa façon de faire, de voir les choses. Oui, alors il y a différents centres de recherche dans le monde, effectivement, qui travaillent sur l'endométriose. On peut en citer quelques-uns. Donc il y a par exemple le centre d'Oxford qui travaille beaucoup sur la génétique et les mécanismes de la douleur. Le centre donc il y a le QMA en Australie, qui est le Queensland Institute of Medical Research, et aussi l'Université du Queensland, qui travaillent respectivement en génétique et en épidémiologie. Et puis, donc il y a l'Université d'Harvard aussi sur l'épidémio et l'Université d'Édimbourg avec le centre EXPECT. Et j'en profite d'ailleurs pour dire aussi à la communauté de chercheurs et de cliniciens qu'il y a le Congrès mondial de l'endométriose qui sera organisé à Édimbourg au mois de mai 2023. Donc un objectif potentiellement à atteindre pour soumettre des communications. Et on peut citer dans ces stratégies le fonctionnement du centre d'Oxford et aussi de celui d'Édimbourg, qui fonctionne en fait avec un binôme en fait de chercheurs et de cliniciens et qui développe à la fois la recherche fondamentale et la recherche clinique au sein d'un même centre. Et donc ça, c'est assez intéressant. Votre parcours de chercheuse, d'ailleurs, passe par Harvard et l'Australie. Si l'on considère l'Australie actuellement, où en sont les recherches là-bas ? Alors l'Australie était un petit peu en avance sur la France, puisque c'est le premier pays à avoir annoncé un plan national sur l'endométriose. Donc en 2018, le ministère australien de la Santé a annoncé un investissement de 2,5 millions de dollars australiens pour la recherche sur la maladie. Et puis en 2019, alors que ça stagnait un peu et que la communauté à la fois scientifique, médicale et de patientes s'interrogeait un petit peu sur l'état d'avancement de ce plan, une stratégie a été annoncée avec un déblocage de 9 millions de dollars australiens pour la recherche sur l'endométriose. Donc ils sont un petit peu en avance sur nous. Merci beaucoup à tous les deux pour ce premier tableau. Premier tableau que l'on peut résumer de la façon suivante. Regardez, si nous nous mettons au centre même de la maladie, nous constatons qu'un certain nombre de recherches déjà sont en cours, assurément. Mais si nous faisons un tour de 360 degrés, chaque degré est un motif de recherche. Il y en a beaucoup, assurément, que l'on pourrait ainsi lancer. Et c'est précisément pour cela que la France a lancé son plan national de recherche pour l'endométriose, de façon à pouvoir coordonner l'ensemble, organiser l'ensemble, si vous le voulez bien. C'est notre deuxième volet. Anne Paoletti, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directrice scientifique du secteur biologie santé à la Direction générale de la recherche de l'innovation au ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation. Le 16 février 2022, il n'y a pas si longtemps, le ministère de la Santé lance une stratégie de lutte contre l'endométriose. Et elle va associer plusieurs ministères. Il y aura le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Il y aura le ministère de l'Éducation entre les femmes et les hommes. Il y aura également le ministère du Travail, de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Stratégie de lutte contre l'endométriose. Cette stratégie, Anne, poursuit quels objectifs ? Alors c'est une stratégie qui a des objectifs qui dépassent les objectifs de recherche. Il y a en fait 3 objectifs. Le premier est dédié à la recherche et les 2 autres sont sur la lutte contre la maladie, la prise en charge des patients. Donc dans le premier, il s'agit vraiment de comprendre l'endométriose et ses causes par le lancement d'un programme national de recherche sur lequel on va revenir. Le deuxième objectif, c'est de baliser le parcours de diagnostic et de soins
par la création de parcours territoriaux de soins avec au moins un centre de recours et d'expertise identifié par région et qui sera un pôle de formation et de diffusion des connaissances en ville et à l'hôpital en lien avec le tissu associatif. Et puis le troisième objectif, c'est de créer un réflexe endométriose auprès de tous les publics, que ce soit à l'école, à l'université, à domicile, au bureau et dans les milieux médicaux, pour mieux faire connaître et reconnaître la maladie et mieux utiliser les traitements disponibles. Ça, c'était en février 2022, annonce officielle de la part de la ministre de la Recherche. Et elle avait été très précise, d'ailleurs, dans sa déclaration. Oui, tout à fait. Frédérique Vidal, en février, avait annoncé un engagement fort du ministère chargé de la Recherche, un engagement, en fait, à moyen ou à long terme, puisqu'on parle de recherche, pour améliorer la vie des femmes qui sont atteintes d'endométriose. Et cet engagement, c'était de lancer un grand programme de recherche nommé PEPR, Programme et équipement prioritaire de recherche, sur la santé des femmes et la santé des couples. Et le deuxième point sur lequel elle était intervenue, c'était de dire que la France disposait vraiment de capacités de recherche, de compétences en fait, notamment sur les mécanismes cellulaires fondamentaux ou également sur d'autres maladies qu'on peut rapprocher de l'endométriose, comme l'a fait Jean tout à l'heure, et pouvant aider à comprendre l'endométriose. Et donc, elle s'était exprimée pour dire que ces forces devaient se mobiliser pour renforcer la communauté scientifique qui travaille sur cette pathologie. Et donc, l'objectif finalement de ce programme équipement prioritaire de recherche, l'objectif central, fondamental, c'est quoi? C'est coordonner, organiser, orchestrer? Oui, c'est vraiment ça l'objectif d'un programme équipement prioritaire de recherche, c'est-à-dire il s'agit de structurer la recherche, de cibler des priorités parmi les sujets qui ont été de recherche qui ont été évoqués évidemment, mais également de renforcer le suivi des patientes au travers de programmes de recherche ou de grandes cohortes qui incluent des patientes souffrant d'endométriose. Au-delà de ça, il faut aussi penser à l'innovation, investir dans l'innovation, puisqu'il n'est pas suffisant d'acquérir des connaissances, il faut transformer ces connaissances au bénéfice des patientes. Par exemple, pour développer le diagnostic, comme ça a été évoqué, développer de nouveaux médicaments et puis améliorer la prise en charge. Donc, autrement dit, il s'agit de placer la France véritablement aux avant-postes de la recherche sur cette maladie. Le programme est piloté par qui et avec quelle dotation? Alors, ce programme va être piloté par l'INSERM qui va recevoir bientôt une lettre de mission du gouvernement pour développer ce programme et il sera doté de 30 millions d'euros qui seront sur 3 axes sur lesquels on va revenir. Et connaît-on déjà précisément les directions que vont prendre les recherches à travers ce programme? Donc oui, comme je le disais à l'instant, il y a 3 axes dans ce programme équipement prioritaire de recherche santé des femmes, santé des couples. Le premier, c'est évidemment l'endométriose, ce dont on parle ce soir. Mais il y aura aussi un axe sur la fertilité et l'AMP et un axe sur le traitement des antiépileptiques. Et puis, il inclura différents types de recherche. Il va inclure de la recherche fondamentale. C'est extrêmement important. On disait tout à l'heure qu'il y a plutôt un déficit de recherche fondamentale sur ce sujet. Il y aura aussi de la recherche clinique, des sciences humaines et encore de l'épidémiologie. C'est très important cet aspect épidémiologie. On souhaite que puisse être créée une base de données très ambitieuse, peut-être la plus grande base de données au monde sur la maladie, si on y arrive. Et pour cela, on va s'appuyer sur des cohortes en population qui sont déjà existantes, parce que il y a déjà un gros effort qui a été fait, et ça permettra d'avancer plus vite pour établir cette base de données qui permettra d'analyser, comme le disait Marina tout à l'heure, la fréquence de l'endométriose, les facteurs de risque, les conséquences aussi de la maladie sur la vie des personnes atteintes. Anne Paoletti, j'aimerais que nous remontions le fil de notre conversation. Depuis tout à l'heure, moi je parle de plan national, mais vous-même vous êtes beaucoup plus précise. Vous parlez de PEPR, programme équipement prioritaire de recherche. C'est quoi un PEPR ?
Alors un PEPR, c'est pas très connu effectivement, puisque c'est un nouvel outil qui a été proposé par l'État dans sa grande programmation pour la recherche et l'innovation qu'on appelait le plan d'investissement d'avenir. Il y en a eu 3 successifs et qu'on appelle maintenant France 2030 pour le 4e plan d'investissement auquel s'associe le plan de relance. Donc, qu'est-ce que c'est un PEPR ? En fait, c'est un grand programme de recherche. Je peux vous donner des exemples peut-être pour être plus concret. Il y a des PEPR qui sont associés actuellement aux stratégies nationales d'accélération qui sont en fait qui définissent des priorités de recherche et d'innovation de l'État finalement. Il y a par exemple dans le domaine de la santé 2 PEPR qui sont associés à la stratégie santé numérique et à la stratégie biothérapie et bioproduction. Et puis il y a peut-être 2 PPR qui sont un petit peu les ancêtres des PEPR qui datent du 3e plan d'investissement d'avenir sur les maladies rares et l'antibiorésistance et peut-être qui sont un peu plus connus de la communauté de recherche parce qu'ils ont déjà quelques années. Alors, à quoi ils servent ? En fait, ils ont vraiment un rôle particulier dans les dispositifs de soutien à la recherche, qui est un rôle de coordination de la communauté scientifique. C'est vraiment un programme intégré avec plusieurs types d'actions, on y reviendra sans doute, mais ces actions sont cohérentes les unes avec les autres et sont coordonnées par justement un pilote, et le pilote étant, comme on l'a dit tout à l'heure, l'INSERM. On y vient tout de suite. Vous avez dit c'est un programme intégré avec plusieurs types d'actions. Lesquelles ? Qu'est-ce qu'il peut développer comme Alors, action ? il peut développer des actions assez classiques, des appels à projets ou des appels à manifestation d'intérêt et sur des thématiques de recherche plutôt amont. Ces appels à projets financent en général des projets assez vastes de plusieurs millions d'euros sur plusieurs années qui regroupent plusieurs équipes de recherche. Ces projets sont typiquement sélectionnés par un jury international. L'opérateur de ces appels à projets est l'Agence nationale de recherche, l'ANR, et la sélection par un jury international en fait, va garantir que les projets sélectionnés sont des projets de grande qualité. Ils peuvent contenir, en fonction de ce qui est réfléchi par le pilote scientifique du programme, des spécificités dans le cahier des charges pour favoriser justement cette notion de communauté de recherche et ou des particularités comme l'interdisciplinarité. Je pense que dans le domaine de l'endométriose, on a un grand besoin d'interdisciplinarité, d'avoir des chercheurs qui ne travaillaient pas jusqu'à présent sur ce domaine, qui se joignent à des chercheurs qui ont des connaissances précises. Et donc, on pourrait imaginer que dans les cahiers des charges, on demandera d'associer un chercheur ayant déjà travaillé sur l'endométriose avec un néophyte, on va dire, de l'endométriose, ou alors associer un clinicien avec un chercheur fondamental ou quelqu'un d'une discipline ou des chercheurs de disciplines différentes. Donc ça c'était le premier type de dispositif, appel à projet un peu classique. Il y a aussi d'autres types d'actions qui peuvent être inclus dans un PEPR, notamment des actions ciblées vers un acteur unique identifié par le porteur ou le pilote. Quand quelqu'un a des compétences uniques ou une infrastructure de recherche ou une cohorte a des compétences uniques ou des données uniques, elle peut directement être financée sans passer par un appel à projet parce qu'elle est la seule à pouvoir répondre à la question qu'on a identifiée comme une question prioritaire. Donc ça, c'est moins classique, on va dire, pour la communauté de recherche. Il y a aussi la possibilité de soutenir des chaires. Donc les chaires sont destinées à attirer des chercheurs en France qui travaillent à l'étranger. Et puis le 4e type d'action, c'est un soutien à l'achat d'équipements. On sait que la technologie, le développement technologique, c'est ce qui fait progresser souvent la recherche. Donc c'est important que les recherches sur l'endométriose aient aussi accès à tous les équipements dont elle a besoin. Merci beaucoup d'avoir été ainsi si complète. Si maintenant nous considérons le PEPR santé des femmes, santé des couples, quelles sont les actions qui sont déjà développées ? Alors, il n'y a pas encore d'action de recherche qui ait été développée. On est dans la phase de développement du programme. En fait, on est en cours on est
à la toute première étape, qui est de confier à l'INSERM le navire au travers d'une lettre de mission qui est actuellement en cours de signature et que l'INSERM devrait recevoir dans les tout prochains jours. Cette lettre de mission va demander quoi à l'INSERM? En fait, elle va demander à l'INSERM de définir un programme d'action précis contenant une série d'actions. C'est dans les 4 types d'actions que je vous ai décrits tout à l'heure. Et l'INSERM disposera de 2 à 3 mois pour établir ce programme d'action avec un calendrier de déroulement de ces actions. Jean Rosenbaum, vous êtes chercheur à l'INSERM, médecin de formation. Anne Paoletti vient de dire c'est l'INSERM qui va piloter ce PEPR en question. Cela signifie-t-il que seuls les chercheurs de l'INSERM sont concernés? Non, bien sûr que non. L'INSERM a pour mission de préparer le programme, mais ce programme sera ensuite ouvert à toute la communauté scientifique française, quelle que soit son appartenance institutionnelle. Et bien sûr, beaucoup de monde veillera à cela. Donc le travail de l'INSERM sera de faire le plan d'action, comme Anne vient de l'expliquer. On dispose déjà de documents de réflexion importants sur l'endométriose, suite au travail du groupe d'experts qui a été mentionné, de la stratégie nationale qui a été rédigée. Documents de même nature dans le domaine de l'infertilité, qui est un des autres pans du PEPR. Donc à partir de là, il faut maintenant transformer ça en action. Combien de moyens seront-ils attribués à des appels à projets? Quelle nature? Fera-t-on du fléchage sur des acteurs individuels comme Anne l'a expliqué? Dans quelles conditions? Y aura-t-il des chaires, des financements de post-doctorants, de doctorants? Enfin, il y a toute une série d'actions qui peuvent être menées. Donc l'INSERM va mobiliser pour cela 2 instituts thématiques. L'Institut thématique de santé publique, notamment pour l'épidémiologie, et l'institut thématique qui s'appelle Biologie cellulaire, développement, évolution, on peut dire plus schématiquement pour la recherche plus fondamentale. Donc on va produire ce document qui sera ensuite transmis au ministère, qui le soumettra à un jury international. Et après un certain nombre d'étapes, on espère le voir transformé effectivement en financement le plus vite possible. Anne Paoletti, une question encore. Le PEPR, s'agissant de l'endométriose, va donc coordonner l'ensemble des recherches, mais j'imagine que c'est aussi lui qui va financer pour une part. C'est pas la seule source de financement? Non, bien sûr que non. Il y a d'autres modalités de financement de la recherche. L'idée, en fait, c'est qu'un PEPR, ça permet de mettre le pied à l'étrier. C'est un financement initial qui permet de nucléer une communauté et puis de la développer par de premières étapes de recherche, premiers projets de recherche. Et l'idée, c'est que les résultats obtenus dans ces premiers projets de recherche permettent ensuite, par effet levier, d'obtenir d'autres financements sur des guichets plus classiques, récurrents. Donc, je peux vous citer quelques appels à projets ou guichets sur lesquels les chercheurs pourront aller obtenir des financements par la suite, ou même dès maintenant, à vrai dire. Il y a par exemple l'appel à projet générique de l'Agence nationale de recherche, l'ANR, pour des recherches plus amont. Il y a le PHRC du ministère de la Santé, qui est opéré par la Direction générale de l'offre de soins pour la recherche clinique. Il y a aussi, au niveau qui est opéré également par l'ANR, le programme RHU de recherche hospitalo-universitaire. Ça, ce sont des programmes qui impliquent non seulement des chercheurs académiques et des cliniciens, mais aussi des entreprises. Donc là, on est déjà plus aval. On commence à transformer les connaissances en innovation. Et puis, il y a auprès de BPI France une série d'appels à projets dédiés plus aux entreprises, mais qui peuvent aussi travailler en collaboration avec des chercheurs dans une étape peut-être encore un tout petit peu plus aval. Et par exemple, on a les appels à projets Innov et IDEMO qui sont récurrents, même plusieurs fois par an. Il ne faut pas oublier, en termes de financement, l'apport de la Commission européenne, qui a un grand programme cadre qui s'appelle Horizon Europe, qui est bien connu des chercheurs, et qui permet d'obtenir d'autres financements en collaboration avec des chercheurs
chercheurs européens en général. C'est des projets sous forme de consortia de chercheurs européens, et ce qui permet d'avoir aussi une envergure assez importante des projets. Et il y a une programmation là qui va sortir pour très très bientôt, pour 2023-2024. Et donc j'invite tous les chercheurs qui nous écoutent à être curieux et à aller voir s'il y a des choses qui peuvent les aider pour financer leur recherche. Et vous terminez ainsi de brosser le deuxième tableau. Merci beaucoup, Anne Paoletti. Si nous résumons le premier et le deuxième tableau. Dans le premier tableau, nous avons dit la recherche peut être donnée, stimulée dans toutes les directions. Et depuis un an et demi, la France s'est dotée désormais d'un plan national de recherche sur l'endométriose. Ici, on va commencer à travers ce plan à coordonner, premier terme qui a été dit, coordonner l'ensemble des pistes de recherche. Deuxièmement, commencer le financement de ces pistes de recherche, mais il y aura bien d'autres financements pour venir abonder et venir encourager les équipes de chercheurs. C'est donc aussi, troisième mot important qui a été donné par Anne Paoletti, communauté de chercheurs, à l'intérieur desquels il y a hybridation de compétences, y compris d'ailleurs des personnes qui n'ont jamais touché à la recherche sur l'endométriose de près. Voilà où nous en sommes au moment où nous abordons le troisième volet. Il s'agit maintenant de se poser la question, y a-t-il un financement privé également qui concernerait l'endométriose? Assurément, vous connaissez la réponse, bien sûr. Valérie Desplanches, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Vous êtes la présidente de la Fondation pour la recherche sur l'endométriose. Quelle est l'origine de votre fondation? Alors en fait, la fondation a été créée à l'initiative d'une association de patientes qui s'appelle Endomind en janvier 2021, et la fondation s'est créée sous l'égide de la Fondation pour la recherche médicale. C'est vraiment une initiative de patientes qui, à l'époque, avait constaté effectivement que la recherche avançait peu, en particulier en France, et qu'elle manquait de financement. Et donc, qui a décidé de prendre les choses en main, et cette initiative de créer cette fondation que je préside et qui finance des projets de recherche, entre autres. Voilà, donc dès le départ, du coup, quel est l'objectif? Quelles sont les missions de cette fondation? Alors en fait, quand on a commencé à travailler sur la fondation, il y a déjà 3 ou 4 ans, sur le projet, on s'est dit que ce qui était important en recherche, c'était d'arriver à avoir cette recherche vraiment multidisciplinaire. On en a parlé beaucoup, qui soit pionnière aussi, qui fasse appel à l'innovation, qui soit collaborative, évidemment, et qui soit dédiée à l'endométriose. À l'intérieur de ça, évidemment, la fondation apporte ses pierres, en fait, et la mission de la fondation, c'est avant tout d'accélérer la recherche. On sait bien qu'on ne pourra pas financer toute la recherche, mais on veut l'accélérer. Et on s'est fixé vraiment 3 grands objectifs. Un objectif, je l'ai dit, c'est financer des projets de recherche ou cofinancer des projets de recherche également. Un deuxième objectif qui est autour de le fait de fédérer les acteurs de l'endométriose, de vraiment construire un écosystème qui, je pense, n'existait pas encore, qui est en train de se construire avec les différentes parties prenantes autour de l'endométriose. Et le troisième objectif, c'est d'informer. On a absolument besoin, et tous les publics ont besoin d'informations autour de la maladie, que ce soit les patientes qui ont du mal à trouver de l'information, que ce soit les professionnels de santé, ou que ce soit les chercheurs, effectivement, qui cherchent dans d'autres disciplines que l'endométriose et qui peuvent être intéressés par la maladie. Donc voilà un peu les objectifs. Merci beaucoup. Voilà pour l'origine, les objectifs, et maintenant le fonctionnement. Elle fonctionne comment ? Alors, la fondation, elle est classique dans son fonctionnement. En fait, il y a évidemment une gouvernance qui est extrêmement stricte. On a créé un comité exécutif qui prend les décisions, qui est formé avec cette originalité d'associer les différentes parties prenantes, donc des représentantes de patientes, des représentantes de professionnels de santé, des professionnels de santé, médecins-chercheurs, sages-femmes, et des entrepreneurs, des femmes entrepreneurs aussi qui sont engagées sur la maladie. Donc c'est le comité exécutif qui décide des orientations de la Fondation. On a également un comité scientifique qu'on a voulu international et qu'on a construit comme tel avec Marina pour aller effectivement chercher aussi de l'expertise dans d'autres pays. Et les expertises sont très variées autour de la table. On a vu toutes les disciplines que pouvait recouvrir l'endométriose et on a souhaité avoir ces différentes expertises autour de la table. Et puis, après, le financement, parce que c'est ce qui est important, c'est de financer des projets de recherche, donc d'être nous-mêmes financés.
financer. Et en fait, le financement est un financement privé, vous le disiez, qui fait appel au mécénat. Donc, une partie du financement de la Fondation aujourd'hui se fait grâce à l'Endorun, qui est la course caritative organisée par l'association Endomine. Une autre partie se fait, et une grande partie aussi, avec le mécénat d'entreprises, donc des entreprises qui soutiennent la Fondation, et puis également des dons de particuliers qui contribuent au financement de la Fondation. Je me fais l'avocat du diable. C'est une fondation parmi bien d'autres. Vrai ou faux? Quelle est votre originalité? Alors oui, c'est une fondation parmi tant d'autres. Après, c'est la seule et c'est la première fondation dédiée à l'endométriose en France. Il faut savoir qu'en fait, il y a 2 fondations dans le monde. Il y en a une aux États-Unis et maintenant une en France. Donc ça n'existait pas. Et comme je le disais, je pense que l'initiative de la création de fondations qui vient des patientes et qui a décidé, vraiment, les patientes ont décidé d'être actrices dans cette démarche, pour moi, est originale. Lorsque vous avez parlé de vos missions, de vos objectifs, lorsque vous regardez le temps déjà parcouru, des objectifs ont été atteints, des missions déjà ont été plus qu'engagées? Oui, je pense que quand même en 1 an et demi, on a effectivement, d'une part, lancé notre premier appel à projet. Donc on a voulu être opérationnel très rapidement la première année. Donc de façon modeste, mais on l'a fait. Je pense qu'on vient de lancer le 2e appel à projet, on y reviendra, mais c'était aussi important. On commence maintenant à faire partie des acteurs du paysage de l'endométriose. Et puis on a commencé à informer. Donc oui, on a plein d'ambitions, mais on a déjà bien avancé. Alors regardons justement vos appels à projet 2021. C'était quoi? Déjà. Alors 2021, donc comme je disais, on a voulu être opérationnel rapidement, c'était modeste, on a financé à hauteur de 40 000 euros 2 projets très différents, et donc ça reflète, Marina reviendra dessus, mais ça reflète aussi la diversité des projets qu'on peut soutenir. Un projet vraiment de recherche fondamentale, de recherche de biomarqueurs dans le sang menstruel, donc Jean parlait de cette détection précoce et des biomarqueurs, et un projet très différent qui a été initié par une équipe du CHU de Toulouse, notamment par une pédiatre entourée de psychologues et de gynécologues sur la prise en charge des adolescentes, puisque c'est très compliqué aujourd'hui. Les adolescentes sont informées par les réseaux sociaux, évidemment sont très effrayées par la maladie, et les médecins sont un peu démunis pour leur parler et pour les prendre en charge. Et l'objectif du projet, c'est de comprendre les préoccupations et les représentations des adolescentes pour mieux leur parler et mieux les aider. Donc vraiment 2 projets très, très différents. Et puis dans l'ensemble des projets qu'on a reçus, on a reçu 12 projets l'année dernière sur le premier appel à projet, avec des projets extrêmement différents qui à peu près recoupent toutes les disciplines dont on parlait, Marina et Jean, en fait, et qui montrent bien les attentes et les besoins de financement de cette recherche en France. Et 80% des équipes qui ont fait appel au financement de la Fondation avaient peu ou pas travaillé sur l'endométriose, ce qui veut dire qu'il y a des chercheurs, et donc il y a cette opportunité pour des chercheurs d'autres disciplines de s'intéresser à la maladie. Voilà pour l'appel à projet 2021. Appel à projet 2022, il a déjà été lancé? Il a été lancé il y a 1 mois, oui, le 15 mai on l'a lancé. Cette fois-ci, on a multiplié par 5 le financement, donc on finance pour 200 000 euros de projets de recherche, avec cette fois-ci un grand projet de recherche plutôt fondamentale autour des mécanismes. On veut encourager la recherche autour des mécanismes, donc à hauteur de 100 000 euros. Donc là, on est en train de plutôt viser le soutien d'un jeune chercheur, d'un postdoc, par exemple, qui fera de la recherche sur l'endométriose et qui aura envie d'aller à l'étranger pour travailler dans une équipe et apprendre d'équipes qui sont avancées sur le sujet. Un projet qu'on appelle pilote, un peu exploratoire de recherche, un peu comme on l'a fait l'année dernière, pour 20 000 euros, à hauteur de 20 000 euros, donc plus modeste. Et puis un soutien de 2 autres projets à hauteur de 40 000 euros chacun, financement ou cofinancement, dont un au moins en recherche clinique, pour là encore encourager la recherche qui va délivrer le plus rapidement possible pour les patientes. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon. Marina Kvaskov, vous êtes épidémiologiste, je l'ai dit, chercheuse à l'INSERM, 17 ans consacrés déjà à l'endométriose, mais vous êtes aussi présidente du comité scientifique de la Fondation. Quel est le rôle d'un comité scientifique ? Alors, le rôle du comité scientifique de la Fondation, c'est d'évaluer les projets qui sont soumis à l'appel à projet de la Fondation, et puis donc de proposer un classement au comité exécutif. Et puis, c'est aussi de conseiller au niveau scientifique la Fondation. Quand et comment intervenez-vous sur les projets ?
Alors, en particulier, là, on intervient au niveau de l'appel à projet. Donc, l'appel à projet a été lancé. La date limite de soumission des projets est le 5 septembre. Donc, à l'origine, elle devait être en juillet, mais on l'a décalée au 5 septembre pour laisser le temps, notamment aux chercheurs qui ne travaillent pas encore sur la maladie, et pour pouvoir les encourager à soumettre des projets sur l'endométriose. Et puis ensuite, donc, le comité scientifique va évaluer les projets et fin octobre, il fournira les résultats au comité exécutif qui rendra sa décision et ensuite annoncera les projets donc sélectionnés. Et donc la manière dont le conseil scientifique fonctionne, c'est que donc pour chaque projet déposé, il y a une évaluation avec une nomination de 3 experts par projet. Donc on a effectivement, comme Valérie l'a dit, choisi d'avoir un comité scientifique international avec des experts de renommée internationale qui travaillent déjà sur l'endométriose. Et donc 3 experts sont nominés par projet. Et lorsqu'il y a un conflit d'intérêts, donc lorsque l'un des experts, enfin l'un des membres du conseil scientifique travaille avec l'une des équipes, ce membre-là ne participe pas à l'évaluation du projet. Mais donc sinon, voilà, il y a on a une grille d'évaluation standardisée pour chacun des projets, avec une note finale qu'on attribue entre 0 et 5, 5 étant un projet excellent. Et à la fin de cette période d'évaluation, le conseil scientifique se rencontre et on discute pour aboutir à un consensus sur la note et sur le feedback, donc l'analyse qu'on fait des projets. Devant vous, de l'autre côté des caméras, se trouve toute une communauté de chercheurs. Qu'avez-vous envie de leur dire par rapport à vos appels à projets ? Alors, ce qu'on peut dire aux chercheurs qui souhaiteraient soumettre des projets, c'est que vraiment de vous encourager à travailler en relation avec des équipes qui travaillent sur l'endométriose, parce que donc l'AFRE a fait le souhait de travailler avec un conseil scientifique international qui est expert de la maladie. Et donc, le niveau d'exigence est un peu élevé pour aboutir à des projets innovants, des projets de qualité sur l'endométriose. Et puis, donc, on peut aussi vous conseiller de bien ficeler les projets, d'y passer du temps, parce que voilà, l'évaluation va être un niveau de qualité. Et les différents critères que le conseil scientifique utilise pour évaluer ces projets, ça va être tout d'abord l'originalité et le côté innovant des projets. Ça va être aussi la rigueur méthodologique, donc ça c'est extrêmement important et on sait qu'il y a des complexités vis-à-vis de l'endométriose, donc c'est pour ça aussi que c'est bien de se mettre en relation avec des équipes qui travaillent déjà sur la maladie. Ça va être aussi la faisabilité, le fait de bien justifier le budget, de bien justifier tous les postes budgétaires, et puis de démontrer l'impact que la recherche va avoir dans le domaine de l'endométriose. Tout ce que vous venez d'énumérer là, c'est ce que l'on appellerait un bon dossier ? Oui, tout à fait. C'est ça un bon dossier ? Tout à fait. J'imagine que dans votre parcours, vous en avez rédigé beaucoup, mais vous en avez aussi examiné énormément de ces bons dossiers. Oui, une chose encore, s'il vous plaît, c'est il y a une nuance importante, c'est que non seulement vous encouragez la recherche, bien sûr, mais l'excellence de la recherche, c'est ça que vous exigez. Que signifie pour vous ce terme, excellence de la recherche ? Alors une recherche, l'excellence de la recherche, ça va être vraiment la stratégie de la Fondation, c'est d'accélérer la recherche sur l'endométriose. Donc ce que la Fondation souhaite, c'est d'avoir, en fait, comme je l'ai dit en citant les critères, c'est-à-dire une recherche qui est originale, qui va repousser les frontières de la connaissance, qui va proposer des projets de recherche innovants qui vont répondre à des questions importantes sur la maladie. Et puis une recherche qui est bien faite, qui va aboutir à une qualité de réponse élevée parce qu'elle va être méthodologiquement robuste. Donc voilà. Et puis bien sûr une recherche qui a un impact important dans la vie des patientes. Je suis chercheur. Non, c'est de la science-fiction, juste de la science-fiction. Je suis avec une communauté et nous avons présenté un dossier. Il a été accepté. Nous poursuivons nos recherches. Nous obtenons un certain nombre de résultats. Déjà, à qui appartiennent-ils ?
Alors les résultats des projets de recherche qui sont financés par la Fondation appartiennent aux organismes d'accueil qui ont soumis ces projets. Donc il n'y a pas d'ambiguïté sur ça. Merci beaucoup pour la précision, elle était importante. Merci. Valérie Desplanches, si on jette maintenant un coup d'œil sur les autres sources de financement, il y a ce que l'on appelle le JEDI, c'est bien ça? De quoi s'agit-il? Alors le JEDI, c'est le Joint European JEDI, je me dirais, Disruptive Initiative. Donc c'est une fondation également qui lance des grands challenges scientifiques et technologiques et qui fédère les acteurs de la medtech, de la deep tech, comme on dit, donc beaucoup d'acteurs technologiques et des acteurs de l'innovation autour de grandes thématiques, de grands challenges de scientifiques. Et la santé est un des domaines. Il se trouve qu'on est en train de s'associer au JEDI et on les a convaincus, je crois, que l'endométriose valait un grand challenge scientifique et on est en train de travailler en apportant de l'expertise de la Fondation pour formuler ce challenge. Donc c'est en cours de construction, mais on espère effectivement lancer un challenge scientifique avec ces fonds privés. Marina Kvaskov, parmi également les sources de financement privé, il y a aussi les associations, par exemple EndoFrance. Ce n'est pas la seule, bien sûr. Oui, tout à fait. Donc, l'association de patientes EndoFrance a également lancé un appel à projet l'année dernière et elle va lancer un deuxième appel à projet cette année qui a hauteur de 50 000 € au total. Et donc, l'appel à projet va être lancé très bientôt. Les thématiques de recherche sont très larges, donc c'est de la recherche clinique à la recherche fondamentale. On peut postuler avec des petits projets à hauteur de 1 000 ou 5 000 € jusqu'à des projets plus importants. Et puis donc les versements sont faits avant la fin de l'année 2022. On peut aussi compter avec d'autres fondations, enfin j'imagine, Valérie, d'autres fondations, mais également des sociétés savantes. Sociétés savantes, bien sûr. Je pense qu'il faut savoir qu'il y a des fondations autres que la Fondation pour la recherche sur l'endométriose, qui sont des fondations plus généralistes ou spécialisées dans la recherche médicale. La Fondation pour la recherche médicale a déjà financé et finance encore des projets de recherche autour de l'endométriose. La Fondation de l'Avenir, la Fondation Apicil soutient des projets autour de la douleur. Donc il y a pas mal de fondations qui ont déjà soutenu des projets autour de l'endométriose. Donc c'est tout à fait faisable en effet, oui. Et puis les sociétés savantes soutiennent plutôt des projets de recherche clinique comme le Collège des gynécologues et obstétriciens de France ou bien la Société chirurgienne de gynécologique et pelvique. Donc ça existe, oui, tout à fait, oui. Et vous terminez ainsi le troisième tableau. Je vais vous laisser la parole de tout ce que nous venons de dire finalement, et pour tous ces chercheuses et chercheuses qui nous regardent, que faut-il retenir ? Alors en fait, je pense que ce qu'on a vu, c'est que l'endométriose offre des champs de découverte encore incroyables. Je pense c'est à la fois des opportunités, ce sont des manques malheureusement, mais des opportunités pour des chercheurs. Je pense qu'on a vu que c'était passionnant, il y avait de grands challenges à relever pour une maladie, et Marina l'a dit, qui a vraiment un impact sociétal extrêmement important. Qui a été ignoré pendant très longtemps. Donc on a, moi je dirais aux chercheurs, on a 160 ans de retard. Maintenant il faut les rattraper. Donc intéressez-vous à la maladie et à la recherche sur la maladie. Et de l'autre côté, enfin, grâce à la mobilisation de patientes, maintenant des pouvoirs publics, de plus en plus d'entreprises, on a des financements et il y aura de plus en plus de financements. Donc ça c'est à mettre en face des challenges scientifiques. Donc ça commence à être la bonne nouvelle. Et ce que je peux dire aussi, c'est que la Fondation fera tout pour soutenir les chercheurs, pour les orienter, pour les connecter entre eux le plus possible pour accélérer la recherche sur l'endométriose. Merci beaucoup à tous les quatre pour vos interventions. Finalement, que nous reste-t-il encore à vous dire? C'est qu'on a besoin de vous, tout simplement, de votre volonté, de vos intelligences, de votre patience, de la façon dont vous pouvez travailler ensemble dans une hybridation de compétences et dans un dialogue construit. Nous avons besoin de vous, ce sont les patientes qui ont besoin de vous et de votre générosité. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À bientôt.